Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR de l'horreur. Et ce soir, comme vous l'avez vu au titre, nous allons parler de Dorothea Puente. C'est parti. Dorothea Puente était une tueuse en série reconnue qui dirigeait un pensionnat à Sacramento, donc en Californie, aux États-Unis, dans les années 1980. Elle a encaissé plusieurs chèques de la sécurité sociale des personnes âgées et des pensionnaires vivant dans sa maison. Beaucoup d'entre eux ont trouvé la mort malheureusement et ont été enterrés dans le jardin de la pension. En avril 82, l'amie et partenaire de Dorothea Puente, Ruth Monroe, louait un espace, en fait, dans la maison servant de pensionnat, sous la gouverne de Dorothea. Peu après avoir emménagé, Ruth est morte d'une overdose à la codéine et Tylenol. Quand elle a été interrogée par la police, Dorothea a dit que Ruth était devenue tout simplement déprimée et que c'était dû au décès de son mari et qu'elle avait donc décidé de mettre fin à ses jours pour le rejoindre. La police a cru Dorothea et a donc classé la mort de Ruth comme un suicide. Plusieurs semaines plus tard, Malcolm Mackenzie, un homme âgé de 74 ans, accuse Dorothea de l'avoir droguée et de lui avoir volé sa pension. Je vais faire une petite pause ici pour vous expliquer un peu comment ça se passait. En fait, Dorothea était tout simplement famille d'accueil en quelque sorte pour les personnes âgées. Ça se fait de plus en plus en France notamment, compte tenu des conditions dans certaines maisons de repos et surtout du prix que les familles n'arrivent pas à assumer pour le membre de leur famille vieillissant. Donc en fait elle avait une grande maison et elle s'est déclarée auprès de la sécurité sociale comme famille d'accueil pour accueillir ces vieilles personnes. Bien évidemment elle était rémunérée, c'était son emploi, mais les pensionnaires touchaient quand même des chèques de la part de la sécurité sociale. Je pense pas que ce soit vraiment des chèques de retraite, mais ils avaient tout de même une petite aide parce que même s'ils vivaient dans un pensionnat, ils avaient besoin d'argent pour eux, tout simplement pour s'acheter des choses en particulier. Et c'est ces chèques-là que supposément Dorothea encaissait à la place des pensionnaires. Voilà. Elle est donc à ce moment-là accusée et reconnue coupable de vol en août 82 et elle est condamnée à 5 ans de prison. Donc c'est pas vraiment de la fraude puisque elle accueillait ces personnes-là, mais elle est accusée de vol et je pense quelque chose du genre abus de confiance ou abus de personnes en situation faible, parce que bon, à 74 ans on n'a pas l'énergie et le tonus pour tenir tête à une personne, sachant qu'en plus elle les accueillait chez elle. Il y avait aussi cette crainte de se faire mettre à la rue. Voilà. Lorsqu'elle a purgé sa peine, elle a commencé une relation par correspondance avec Everson Gilmouth de 77 ans. Elle est libérée en 1985, donc elle n'aura pas purgé l'entièreté de sa peine, seulement 3 ans finalement,
sa maison. Après avoir terminé les travaux, Dorothea offre à Ismaël une prime de 800 $, ce qui est très généreux, mais également un pick-up Ford de 1980 couleur rouge, identique à celui que possédait Everson. Donc Monsieur Flores, en plus d'avoir été rémunéré pour les boiseries qu'il a posées dans la maison, s'est fait offrir 800 $ et une voiture. Vous le sentez venir ou pas là? Un peu plus tard, Dorothea engage de nouveau Ismaël, mais cette fois-ci pour construire une boîte de 6 pieds par 3 pieds par 2 pieds. Alors, je vous avoue que j'ai pas fait la conversion, mais c'est une grosse boîte quoi. Voilà. Et elle déclara plus tard qu'elle l'utilise en fait pour entreposer des livres et des articles. Donc, elle s'en sert de coffre de rangement. C'est un gros coffre quoi, mais bon, jusqu'à là on a le droit d'avoir un coffre de rangement chez soi, n'est-ce pas? Ismaël et elle se sont ensuite rendus sur une autoroute et ont jeté la boîte dans une berge. Donc bizarre quand même. Le 1er janvier 1986, cette même boîte est récupérée par un pêcheur et il appelle immédiatement la police. Quand la police ouvre la boîte, ils y trouvent des restes humains décomposés. Ils mettront 3 ans à identifier les restes comme appartenant à Everson. Mais pendant ces 3 années, Dorothea va continuer à recueillir la pension d'Everson et à falsifier des lettres envers sa famille pour cacher en fait tout simplement ce qu'elle a fait. Si les chèques continuent à être encaissés et que la famille continue à recevoir des nouvelles, personne ne peut se douter que Everson, à ce moment-là, est malheureusement décédé. Elle continue à loger des locataires âgés et handicapés dans sa pension. C'est là où je vais émettre une critique quand même. Si elle a été libérée de prison, je présume que c'est parce qu'ils ont estimé qu'elle s'était assez repentie de son crime, qu'elle s'était bien conduite, qu'elle avait fait preuve de docilité et de calme. Généralement, c'est pour ça qu'on libère les gens plus tôt. On dit toujours qu'il ou elle a été libéré pour bonne conduite. Je pense que ça a été le cas. Néanmoins, ça reste dans un casier judiciaire. J'ai encore du mal à comprendre comment elle a pu remettre en marche sa pension, sachant que la raison pour laquelle elle a été emprisonnée, c'est justement pour vol de chèques de pension. À ce moment-là, je pense que le système a failli tout simplement, et c'est souvent le cas dans les enquêtes de meurtre malheureusement. Il y a eu une faille dans le système parce qu'elle n'aurait pas dû être autorisée à pouvoir réouvrir sa pension et accueillir des personnes âgées ou en situation de handicap qui encore une fois sont diminuées face à elle et qui probablement n'ont pas d'autre choix que d'aller chez elle parce que leur famille ne peut pas subvenir à leurs besoins. Et donc il y a cette emprise psychologique qui est présente, même si c'est pas écrit en gros quoi. Voilà, mais bon, elle continue à accueillir des personnes âgées et en situation de handicap. Pendant qu'ils vivaient là, elle a lu leur courrier, tout leur courrier, et a pris l'argent et les chèques de la sécurité sociale qu'ils ont reçus. Encore une fois, elle payait chacun d'entre eux des allocations mensuelles, mais gardait le reste pour ce qu'elle prétendait être les dépenses de la pension. Donc en fait, les chèques arrivaient, elle leur, à la différence de ses premiers crimes, de ses premiers vols du moins, elle leur donnait de l'argent de poche finalement quoi, et le reste elle le gardait pour faire fonctionner correctement la pension. Alors
n'avait pas raison de, comment dire, d'alerter les autorités, même s'il avait un casier, hein, encore une fois, mais de dire ok, bah je sais pas, la pension c'est 1000 $, je donne 250 $ par mois à mes pensionnaires et le reste, pas comme elle doit payer l'électricité, l'entretien de la maison, c'est probablement elle qui fait les courses parce que les personnes âgées ou en situation de handicap, on les trimballe rarement pour faire les courses tout simplement, pallier aux réparations et autres. C'était pas si déconnant quoi, mais elle avait quand même un casier judiciaire, donc ils auraient dû se douter de quelque chose. S'ils s'étaient douté quelque chose, si elle n'était pas passée entre les mailles du filet, l'histoire se serait pas terminée comme ça. C'est dommage. Néanmoins, le pensionnat de Dorothea a été visité plusieurs fois par des agents de libération conditionnelle parce qu'elle a pu sortir plus tôt de prison sous condition qu'elle ne s'approche pas de personnes âgées et surtout qu'elle ne travaille pas dans un domaine dans lequel il fallait qu'elle gère l'argent des revenus gouvernementaux quoi. Malgré les visites fréquentes, elle n'a jamais été accusée de quoi que ce soit. Donc ces agents sont venus chez elle, ont constaté que d'une, elle ne vivait pas seule, mais ça à la rigueur, on n'est pas obligé de vivre seul, hein. Mais qu'en plus elle vivait avec des personnes âgées en situation de handicap, et ça ne les a pas choqués. Mais les voisins ont commencé à se méfier de Dorothea lorsqu'elle a déclaré qu'elle avait adopté un homme alcoolique sans abri nommé Chef pour servir d'homme à tout faire dans la maison. Elle va lui demander de creuser dans le sous-sol et d'enlever la terre et les ordures de la propriété. Bon, c'est pas tip top comme tâche à faire, mais à ce moment-là, pourquoi pas, il aide à l'entretien de la propriété du pensionnat. Bon, voilà quoi. Il a ensuite installé une nouvelle dalle de béton au sous-sol et il a fini par disparaître. En novembre 1988, un autre locataire, Alvaro Montoya, a disparu. Alvaro était handicapé, développemental et schizophrène. Comme il ne s'est pas présenté aux réunions, son travailleur social a signalé sa disparition. La police est arrivée au pensionnat et a commencé à fouiller la propriété. Ils ont découvert des sols récemment perturbés. Quand il s'agit de la terre retournée quoi finalement. Et ont découvert 7 corps dans la cour du pensionnat. Au début de l'enquête, Dorothea n'était pas considérée comme une suspecte. C'est pas un cas peu commun lorsqu'on fait des travaux, qu'on retrouve par exemple des ossements. Des fois ça peut être des ossements d'animaux. La précédente famille qui avait un
Elle s'est enfuie à Los Angeles où elle a visité un bar et a commencé à parler à un retraité âgé. L'homme l'a reconnue parce que à partir du moment où elle s'enfuit, c'est devenu une suspecte et son portrait a été affiché à la télé. Il l'a reconnue et a donc averti la police. Elle s'est bien évidemment fait arrêter et Dorothea a été accusée de 9 chefs d'accusation de meurtre pour les 7 corps retrouvés chez elle, en plus de Everson et Ismaël qui avait lui aussi mystérieusement disparu. Elle n'a été reconnue coupable que 3 des meurtres parce que le jury n'arrivait pas à s'entendre si oui ou non elle était coupable des 6 autres. Je n'ai pas réussi à trouver pour quel meurtre en particulier elle avait été reconnue coupable. Je pense que Everson, Ismaël probablement parce que il avait aidé à se débarrasser du corps de Everson, donc elle avait un motif pour le tuer malheureusement. Mais après, pour l'autre meurtre pour lequel elle était reconnue coupable, j'ai pas trouvé d'informations. Elle a donc été condamnée à la prison à vie cette fois-ci et elle va mourir en 2011 à l'âge de 82 ans. Cependant, jusqu'à sa mort, elle a continué à affirmer qu'elle était innocente et que les locataires étaient tous morts de cause naturelle. Voilà, bon, ils peuvent mourir de cause naturelle, ça c'est pas un souci,